L'uniforme sombre était impeccable. Les 5 galons panachés or et argent sur ses épaulettes scintillaient d'une autorité incontestable, et les rangées de décorations sur sa poitrine racontaient une vie de service et de bravoure. Le sang quitta le visage de Marc le Duc. Un frisson glacial parcourut son échine, et ses genoux menacèrent de se dérober. Il venait de comprendre. L'homme qui l'avait humilié, traité de menteur et chassé comme un malpropre quelques heures plus tôt, se tenait là. Et à cet instant précis, il n'était plus le père d'un général. Il était un juge, son juge. Avez-vous déjà été témoin du moment précis où l'arrogance d'un homme devient sa propre pierre tombale? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une injustice, mais celle du jour où un sergent-chef, ivre de son petit pouvoir, a commis la plus monumentale des erreurs. Humilié publiquement, sans le savoir, le père du général qui commandait sa propre base. Ce qu'il ignorait, c'est que les minutes qui suivraient son méprisable spectacle allaient enclencher un mécanisme qui non seulement briserait sa carrière, mais ébranlerait les fondations mêmes de sa garnison. Le soleil de fin de matinée jetait une lumière crue sur le bitume de la caserne Valmy, une forteresse de béton et de discipline nichée dans l'est de la France. Le drapeau tricolore claquait au vent, un rappel constant des valeurs de la République que ce lieu était censé incarner. C'est dans ce décor martial qu'une vieille Peugeot 205, d'un bleu passé par les années et les intempéries, vint s'arrêter avec un léger crissement de frein. La peinture écaillée du capot racontait des décennies de routes départementales, de visites familiales et de courses au supermarché. Elle était une anomalie, une tache de normalité humble dans un océan de rigueur militaire. Au volant, Alain Dubois, 68 ans, observait la scène avec des yeux qui avaient vu bien plus que des routes de campagne. Ses mains, posées sur le volant usé, étaient celles d'un homme qui avait connu la tension du commandement et le poids des responsabilités. Vêtu d'un simple pantalon de toile beige et d'une veste en tweed un peu élimée, il ressemblait à n'importe quel retraité venant rendre visite à un proche. Et c'était précisément le cas. Son fils, le général de division Olivier Dubois, était le commandant suprême de cette base. C'était sa première visite depuis la nomination d'Olivier. Une visite surprise pensée comme un moment de partage simple entre un père et son fils. Alors qu'il coupait le contact, le silence relatif fut brisé par une voix forte, autoritaire, presque agressive. « On ne se gare pas là, Pépé, c'est une zone réservée. Dégagez-moi cette antiquité. » La voix appartenait au sergent-chef Marc le Duc. 38 ans, une posture rigide, le torse bombé dans un uniforme impeccable qui semblait trop étroit pour son ego. Il avançait d'une démarche assurée, presque théâtrale, savourant l'effet de son interpellation sur les 2 autres soldats présents au poste de garde. À sa droite se tenait le caporal-chef Mathieu Véron, un homme proche de la cinquantaine, le visage las, le dos légèrement voûté par des années de service sans éclat. Il haussa à peine un sourcil, habitué aux éclats de son supérieur. À sa gauche, le caporal Eva Rousseau, 22 ans, fraîchement sorti de l'école, se tenait droite comme un piquet, mais une lueur d'inconfort brillait dans ses yeux. Pour elle, le respect était une valeur cardinale, et cette agression verbale la mettait mal à l'aise. Alain Dubois sortit de sa voiture avec une lenteur délibérée, sans montrer la moindre trace d'énervement. Il ferma la portière, qui produisit un bruit mat et familier. « Bonjour, sergent-chef, » dit-il d'une voix calme et posée. « Je viens rendre visite à mon fils, le général Dubois. Pourriez-vous m'indiquer le parking visiteur ?» Le duc s'arrêta net à 1 mètre de lui, le toisant de la tête aux pieds. Un sourire en coin, plein de mépris, se dessina sur ses lèvres. « Le fils du général? C'est ça, oui. Et moi, je suis le neveu du président. Tout le monde essaie de se faire passer pour un proche du général ici. Vos papiers. » Le ton n'était pas une demande, mais un ordre. Alain,
imperturbable, sortit de sa veste un portefeuille en cuir vieilli et présenta sa carte d'identité. Le duc la prit avec une brusquerie calculée. Alain Dubois, quelle coïncidence, le même nom de famille. C'est bien tenté, lança-t-il assez fort, pour que Véron et Rousseau entendent. Véron détourna le regard, soudain très intéressé par la pointe de ses rangées. Eva Rousseau, elle, rougit légèrement, gênée par la scène. « Sergent-chef, s'il vous plaît, peut-être pourrions-nous appeler le secrétariat du général pour confirmer » osa-t-elle d'une petite voix. Le regard glacial que le duc lui lança la fit taire instantanément. « Caporal, quand j'aurai besoin de votre avis, je vous le demanderai. Pour l'instant, vous observez et vous apprenez comment on traite les menaces potentielles. Est-ce que c'est clair ?»« Oui, sergent-chef, » murmura-t-elle, le regard fixé au sol. L'humiliation était maintenant totale. Elle n'était plus seulement dirigée contre Alain, mais aussi contre la jeune caporale qui avait osé faire preuve de bon sens. Alain enregistrait tout, le ton, les mots, la posture du sergent-chef, la réaction de ses subordonnés. Son esprit, forgé par 25 ans de carrière jusqu'au sommet de l'inspection des armées, ne voyait pas une insulte personnelle, mais une faille dangereuse dans le système. Un abus d'autorité caractérisé qui déshonorait l'uniforme. « Suivez-moi » ordonna le duc en se dirigeant vers le petit guichet du poste de garde. Il portait une tasse de café à la main. En passant près d'Alain, il fit un mouvement brusque, prétendument un faux pas. Le café chaud se renversa en partie sur le comptoir, éclaboussant la carte d'identité et le formulaire de demande de visite qu'Alain avait commencé à remplir. « Oh, quelle maladresse !» dit le duc avec une fausse sollicitude qui ne trompa personne. « Voilà, vos papiers sont fichus. Vous allez devoir tout recommencer. » Il jeta le formulaire souillé à la poubelle et en sortit un autre de son tiroir. Celui-ci était différent, bien plus long, intitulé « Formulaire de demande de visite non programmée pour civils sans affiliation militaire directe, B52 heures ». Un monstre bureaucratique conçu pour décourager les plus tenaces. « Remplissez ça, en majuscule, sans rature. Vous me le rendrez quand ce sera terminé. » Il lui désigna un petit rebord étroit et sale le long du mur extérieur du poste de garde comme seul endroit où écrire. C'était une provocation de plus, une manière de le traiter comme un pestiféré. Alain prit le formulaire et le stylo. Son visage restait un masque de sérénité. Il se mit à l'écart et commença à remplir méticuleusement chaque case, sous le regard amusé de le duc qui s'était accoudé au comptoir, sirotant le reste de son café. Le temps s'étirait. Une demi-heure passa, puis 45 minutes. D'autres véhicules se présentaient, des fournisseurs, des familles de militaires. Ils étaient traités rapidement, parfois avec un simple contrôle visuel et un sourire par le caporal-chef Véron qui obéissait aux ordres tacites de son supérieur. Mais pour Alain, l'attente était une arme que le duc maniait avec délectation. Finalement, Alain se présenta de nouveau au guichet avec le formulaire parfaitement rempli. Le duc le prit, le survola à peine, puis le posa sur une pile de papier. « Bien, votre demande va être transmise au service compétent pour approbation. Ça prend généralement 3 à 5 jours ouvrables. Vous serez contacté. Vous pouvez disposer. » Le coup de grâce. L'interdiction d'entrée était claire, déguisée sous un jargon administratif. Le pouvoir du petit chef avait triomphé. Pour aujourd'hui. Alain Dubois resta silencieux une seconde, son regard croisant celui de Leduc. Dans les yeux du sergent-chef, il y avait le triomphe arrogant du tyran de cour de récréation. Dans les yeux d'Alain, il n'y avait rien. Un calme absolu, une profondeur insondable qui aurait dû alerter n'importe qui de sensé. « Je comprends, sergent-chef, » dit simplement Alain. « Merci pour votre temps. » Il fit demi-tour, retournant vers sa vieille Peugeot sans un regard en arrière. Chaque pas était mesuré, digne. Il n'avait pas perdu.
Il avait collecté des informations. Il avait été un témoin. Le duc le regarda s'éloigner, un ricanement sur les lèvres. Il se tourna vers Véron. « Tu vois, c'est comme ça qu'on maintient la sécurité. Faut pas se laisser impressionner par les beaux parleurs. » Véron se contenta de hocher la tête, son regard fuyant vers la jeune Eva Rousseau, qui semblait au bord des larmes. Une fois dans l'habitacle de sa voiture, Alain ferma la porte. Le silence se fit. Il resta immobile un long moment, les mains sur le volant, le regard perdu dans le vide. La colère n'était pas son moteur. C'était une tristesse profonde, une déception face à cette perversion de l'autorité qu'il avait servi toute sa vie. Il inspira lentement, puis expira. Le temps de l'observation était terminé. Le temps de l'action commençait. Il sortit de sa poche un téléphone portable simple, sans fioriture. Il ne chercha pas dans ses contacts. Il composa un numéro de mémoire, un numéro à 10 chiffres qui n'était sur aucun annuaire public. La sonnerie fut brève. Une voix de femme, nette et professionnelle, répondit. « Allô? Isabelle? C'est Alain. » Un silence à l'autre bout du fil, puis la voix se fit plus attentive. « Colonel, que se passe-t-il? »« J'ai besoin de toi. Caserne Valmy. Active mon autorité d'inspecteur général, s'il te plaît. Enquête spéciale. » La voix d'Isabelle était maintenant tendue. « C'est grave à ce point ?» Alain regarda une dernière fois le poste de garde dans son rétroviseur, où la silhouette arrogante du sergent-chef Leduc se découpait. « Oui, » répondit-il d'une voix où perçait une froide détermination. « C'est ce que je craignais. Je crois que c'est systémique. » L'arrogance est un parfum enivrant pour celui qui le porte, mais nauséabond pour ceux qui le subissent. Au poste de garde de la caserne Valmy, le sergent-chef Marc Leduc était littéralement ivre de lui-même. Il paradait devant ses subordonnés, se gargarisant de sa propre performance. « Vous avez vu comment je l'ai mouché, le vieux ?» lança-t-il au caporal-chef Véron, qui se contenta d'un grognement évasif tout en vérifiant les papiers d'un camion de livraison. Il croyait s'en tirer avec son air de grand-père modèle. « Le fils du général Monœil. Il faut de la poigne, Véron, de la poigne. C'est ce qui manque à cette nouvelle génération. » Ish. Son regard se posa sur le caporal Eva Rousseau. La jeune femme s'efforçait de rester impassible, mais ses poings étaient serrés le long de son corps. Elle nettoyait une tache de café imaginaire sur le comptoir, tout pour éviter le regard triomphant de son supérieur. « Et vous, caporal Rousseau, » continua le duc sur un ton faussement paternel, « prenez-en de la graine. Le règlement, c'est bien, mais l'instinct, c'est mieux. Mon instinct m'a dit que ce type était un imposteur, et mon instinct ne me trompe jamais. » Pendant que le duc savourait sa petite victoire, à une dizaine de kilomètres de là, dans le calme feutré d'un salon de thé du centre-ville, Alain Dubois était assis face à une femme d'une quarantaine d'années. La colonelle Isabelle Renaud. Cheveux châtains coupés au carré, regard perçant, tailleur civil d'une élégance sobre et efficace. Elle était l'incarnation de l'autorité tranquille et de l'intelligence stratégique. Entre eux, sur la table, il n'y avait pas de thé, mais une mallette en cuir noir, ouverte. Elle contenait un ordre de mission signé par le cabinet du chef d'état-major des armées et les documents officiels réactivant, à titre exceptionnel, l'autorité d'Alain Dubois, en tant qu'inspecteur général des armées en mission spéciale. « Raconte-moi tout, Alain, dans les moindres détails, » dit-elle d'une voix calme. Et Alain raconta. Sans emphase, sans émotion apparente, mais avec une précision clinique. Les mots, les regards, l'attitude de Leduc, la gêne de Rousseau, le fatalisme de Véron, le café renversé, le formulaire B52 Teur. Chaque détail était une pièce du puzzle, et sous le récit factuel d'Alain, Isabelle Renaud percevait la blessure profonde.
Ce n'était pas l'humiliation d'un homme qui était en jeu, mais l'intégrité de l'institution. C'est un cas d'école d'abus de pouvoir, conclut-elle en refermant la mallette. Mais tu as raison, le comportement des deux autres caporaux suggère une culture de la peur. Le duc n'en est probablement pas à son coup d'essai. C'est ce que je crains, répondit Alain. C'est pourquoi je ne voulais pas simplement appeler Olivier. Cela aurait résolu mon problème, mais pas celui de la base. Son regard se perdit un instant vers la fenêtre. Il songeait à son fils. Olivier, un général brillant, un meneur d'hommes respecté. Mais comme tout commandant, il ne pouvait avoir des yeux partout. Il était dépendant des rapports de ses subordonnés. Et si ces rapports étaient biaisés, ou si la vérité était étouffée par la peur, alors même le meilleur des généraux pouvait commander un navire dont la coque était rongée de l'intérieur. Isabelle se leva. L'ordre est clair, nous avons plein pouvoir pour enquêter. Nous allons retourner à la base. Mais cette fois-ci, nous n'entrerons pas par le poste de garde principal. Il me dit le boomer. 2 heures s'étaient écoulées. Au poste de garde, la routine avait repris son cours. Le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon. C'est alors qu'un bruit de moteur puissant se fit entendre. Ce n'était pas le bruit d'un camion de livraison ou d'une voiture civile. C'était le vrombissement feutré et autoritaire d'une berline officielle. Une Peugeot 508 noire, aux vitres teintées, arborant le macaron du ministère des Armées, s'approchait, non pas de leur poste, mais de l'entrée VIP, habituellement réservée aux hautes autorités et aux délégations étrangères. Le duc plissa les yeux. « C'est quoi ça encore? On n'attend personne d'important aujourd'hui. » La voiture s'arrêta. Un chauffeur en uniforme en sortit et ouvrit la portière arrière. La première personne à descendre fut la colonelle Isabelle Renaud. Son tailleur civil avait été remplacé par un uniforme de cérémonie impeccable. Ses barrettes de décoration brillaient sous le soleil couchant. Puis, un deuxième homme descendit. Le sergent-chef, le duc, sentit le sang quitter son visage. Ses genoux se mirent à trembler. Le caporal-chef Véron laissa échapper un juron étouffé. Seul Eva Rousseau resta figée, les yeux écarquillés. L'homme qui se tenait à côté de la colonelle Renaud n'était plus le pépé en veste de tweed. C'était le colonel Alain Dubois. Il portait sa grande tenue de service, un uniforme sombre d'une coupe parfaite, sur lequel s'alignaient des rangées de décorations qui racontaient une carrière exceptionnelle. Légion d'honneur, Ordre national du mérite, Croix de la valeur militaire. Chaque ruban était un témoignage silencieux de son service. Sur ses épaulettes, les 5 galons panachés or et argent d'un colonel scintillaient avec une autorité incontestable. Sa posture, son regard, tout en lui respirait le commandement. L'homme qui l'avait humilié, traité de menteur et chassé comme un malpropre se tenait là, incarnant une autorité bien supérieure à la sienne. Le duo d'officiers ne leur jeta pas un regard. Ils se dirigèrent d'un pas assuré vers le bâtiment du commandement. Le duc resta pétrifié pendant de longues secondes, une sueur froide perlant sur son front. La réalité le frappa avec la violence d'un uppercut. Il comprit. Oh, il comprit avec une clarté terrifiante. Le nom de famille, la visite au général. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une ruse, c'était la vérité. La pure et simple vérité qu'il avait balayée d'un revers de main arrogant. 20 minutes plus tard, le téléphone du poste de garde sonna avec une stridence qui fit sursauter les 3 soldats. Véron décrocha, la main tremblante. Il blêmit, balbutia un « Bien, mon colonel », et raccrocha. « Le duc, on nous demande au bureau du général, tous les 3, immédiatement. » Le trajet jusqu'au bâtiment du commandement fut le plus long de la vie de Marc le Duc. Chaque pas était lourd, chaque couloir semblait s'étirer à l'infini. En entrant dans l'antichambre du bureau de son commandant de base, il vit son général, Olivier Dubois, qui lui tournait le dos et regardait par la fenêtre. Le général était grand,
athlétique, et même de dos, sa posture dégageait une tension glaciale. « Entrez », dit la voix calme et tranchante de la colonelle Renaud. La scène dans le bureau était digne d'un tribunal militaire. Le colonel Dubois et la colonelle Renaud étaient assis derrière le grand bureau en acajou du général. Ce dernier se tenait debout, à l'écart, près de la fenêtre, son visage une statue de marbre. Le duc, Véron et Rousseau se mirent au garde-à-vous, les talons claquant sur le parquet. Le silence était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Isabelle Renaud prit la parole. « Sergent-chef Leduc, caporal-chef Véron, caporal Rousseau, nous sommes ici, le colonel Dubois et moi-même, sur ordre du chef d'état-major des armées, pour mener une enquête préliminaire concernant un manquement grave au règlement et un abus d'autorité présumé ayant eu lieu ce matin à 10h40 au poste de garde principal. » Alain Dubois se leva alors lentement. Il fit le tour du bureau et s'avança vers le duc. Il s'arrêta juste devant lui. Son visage était dénué de toute colère. Il y avait quelque chose de pire, une immense déception. « Sergent-chef Leduc, » dit-il d'une voix qui résonnait dans le silence. « Nous nous sommes déjà rencontrés. J'étais le vieil homme en Peugeot 205 que vous avez si diligemment contrôlé ce matin. » Le duc déglutit difficilement. Le son de sa salive résonna comme un coup de feu. « Mon colonel, je ne savais pas, je suivais la procédure. » « La procédure ?» intervint la colonelle Renaud, son ton aussi acéré qu'un scalpel. « La procédure inclut-elle l'humiliation publique, le mépris, la destruction de documents et le refus délibéré de procéder à une simple vérification par téléphone, comme vous l'a suggéré le caporal Rousseau ?» Tous les regards se tournèrent vers la jeune caporale. Elle tremblait, mais elle redressa la tête. « Caporal Rousseau, » dit Alain Dubois avec une douceur inattendue, « veuillez nous raconter, avec vos propres mots, ce dont vous avez été témoin ce matin. » Kikishi. Poussée par ce regard bienveillant, Eva Rousseau prit une grande inspiration et parla. D'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée, elle raconta tout. L'interpellation agressive, les moqueries sur la voiture et le nom de famille, sa suggestion d'appeler le secrétariat, la réprimande de Leduc, l'incident du café, le formulaire absurde, l'attente interminable, elle n'omit rien. « Caporal-chef Véron, » enchaîna la colonelle Renaud, « confirmez-vous cette version des faits ?» Véron, le visage gris, ne pouvait que hocher la tête. « Oui, mon colonel, c'est exact. » « Et pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ?» Véron baissa la tête. « Le sergent-chef Leduc est mon supérieur. Je ne voulais pas de problème. » Une culture de la peur. L'aveu était là, pathétique et accablant. Enfin, tous les regards se tournèrent de nouveau vers le duc. Il était livide. « Le général Dubois est mon fils, sergent-chef, » dit Alain calmement. « Je suis le colonel Alain Dubois, de l'inspection générale des armées, à la retraite, mais réactivé pour cette mission. Vous n'avez pas seulement bafoué le règlement, vous avez déshonoré l'uniforme que vous portez. Vous avez humilié un citoyen et un camarade militaire. Vous avez instillé la peur chez vos subordonnés pour asseoir votre petite autorité. » À ce moment-là, le général Olivier Dubois se retourna. Son visage était dur. Ses yeux lançaient des éclairs. Il s'avança lentement vers le duc. « Sergent-chef, » dit-il d'une voix basse et chargée de fureur contenue, « j'ai consacré ma vie à faire de cette base un lieu d'excellence et de respect. Et j'apprends aujourd'hui qu'à ma propre porte, un homme qui porte mon uniforme se comporte comme un petit tyran. Vous avez humilié mon père, mon père !» Le dernier mot claqua comme un coup de fouet. Le duc s'effondra. « Mon général, je vous en prie, pardonnez-moi. » Mais il n'y avait plus de place pour le pardon. La machine de la justice militaire était en marche.
La colonelle Renaud se leva. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, sergent-chef Marc Leduc, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Vous allez me remettre votre arme de service, votre carte professionnelle et vos insignes. Vous serez consigné à la base jusqu'à nouvel ordre. L'enquête se poursuivra dès demain. Devant son général, devant ses subordonnés, devant le père de son général, Marc Leduc dut dégrafer son ceinturon et le poser sur le bureau. Il dut retirer la barrette de son grade de son torse. Chaque geste était une nouvelle humiliation, une mise à nu de son arrogance déchue. Sa chute n'était pas seulement professionnelle, elle était totale, publique et absolue. Le parfum enivrant de son pouvoir s'était dissipé, ne laissant derrière lui que l'odeur rance de la honte. Une enquête de l'inspection générale des armées n'est pas une simple procédure administrative. C'est une dissection chirurgicale, une exploration méthodique des tissus d'une organisation pour y trouver la source de l'infection. La colonelle Isabelle Renaud était une chirurgienne d'exception. Pendant une semaine, son bureau temporaire, au sein de la caserne Valmy, ne désemplit pas. Ce qui avait commencé comme l'enquête sur l'abus de pouvoir d'un seul homme se mua rapidement en l'autopsie d'un microsystème gangréné par la corruption et le favoritisme. L'interrogatoire du caporal-chef Véron fut particulièrement révélateur. L'homme, d'abord terrorisé à l'idée de parler, finit par se délier la langue sous la pression calme et implacable de la colonelle Renaud. Il décrivit un système où le sergent-chef Leduc était roi et maître du portail d'entrée, un système de petits arrangements entre amis. Un coup de téléphone de Leduc et le camion d'un cousin entrepreneur pouvaient entrer sans le contrôle approfondi normalement requis. Une bouteille de bon vin déposée discrètement au poste de garde et un ami chasseur obtenaient une autorisation de passage sur les terrains militaires le temps d'un week-end. Rien de spectaculaire, pas de grande corruption, mais une toile d'araignée de petits passe-droits et de favoritisme qui avait érodé toute notion d'équité. Les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. L'autorité de Leduc ne reposait pas sur le règlement, mais sur l'arbitraire. Pendant ce temps, le caporal Eva Rousseau, encouragé par le soutien manifeste du commandement, retrouva son assurance. Elle fournit à l'enquête un petit carnet dans lequel, depuis son arrivée, elle notait scrupuleusement les anomalies qu'elle constatait. C'était un journal de bord précis, factuel, qui listait les plaques d'immatriculation des véhicules bénéficiant d'un traitement de faveur et les dates correspondantes. C'était une preuve accablante, le témoignage silencieux d'une conscience professionnelle qui avait refusé de s'éteindre. La chute de Marc Leduc fut aussi rapide et brutale que son comportement avait été arrogant. Confronté aux témoignages, aux enregistrements des caméras de surveillance qui confirmaient un traitement différencié flagrant entre les visiteurs amis et les autres et au carnet du caporal Rousseau, il tenta d'abord de nier puis de minimiser avant de s'effondrer en accusations confuses contre le système. Mais il était seul. Le petit royaume qu'il avait bâti sur la peur s'était écroulé dès que son roi avait été détrôné. Le conseil de discipline fut une formalité. La sanction exemplaire. Marc Leduc ne fut pas seulement rétrogradé de 2 grades, passant de sergent-chef à simple sergent. Il perdit également 6 mois de salaire, une pénalité financière sévère. Mais la sanction la plus cruelle pour un homme de son orgueil fut son affectation. Il ne fut pas simplement muté, il fut exilé, envoyé au 9e régiment d'infanterie de marine, en Guyane. Un poste sans perspective, sans commandement, loin de tout. C'était la mort professionnelle, une fin de carrière dans l'anonymat et l'humidité de la jungle amazonienne, à des milliers de kilomètres de la métropole où il avait paradé. Sa famille, informée par le commandement, dut faire face à la honte et aux conséquences d'un déménagement forcé. Sa carrière, construite sur le mépris, s'achevait dans l'opprobre.
Un soir, après le verdict, le général Olivier Dubois se rendit dans la chambre d'amis où son père séjournait. Il trouva Alain assis dans un fauteuil, un livre posé sur ses genoux, le regard perdu dans la nuit qui tombait sur la caserne. « Papa », commença Olivier d'une voix lourde, « je suis tellement désolé, honteux, qu'une telle chose ait pu se produire sous mon commandement, qu'elle te soit arrivée à toi. C'est une tache sur mon honneur. » Alain Dubois tourna lentement la tête vers son fils. Il n'y avait aucun reproche dans son regard, seulement une profonde affection paternelle. « Olivier, un bon chef n'est pas celui qui empêche toutes les erreurs de se produire. C'est une illusion. Un bon chef est celui qui, lorsqu'une erreur est révélée, la regarde en face et la transforme en une opportunité de rendre son unité meilleure. Ce n'est pas ta faute, c'est ta responsabilité, et il y a une grande différence. » Il se leva et posa une main sur l'épaule de son fils, un geste qui valait tous les discours. « La question n'est plus de savoir ce que le duc a fait. La question est de savoir ce que toi, général Dubois, tu vas faire maintenant pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Ces mots furent le catalyseur d'une transformation profonde. Le cas Le-Duc devint le point de départ d'une réforme sans précédent à la caserne Valmy. Le général Dubois, conseillé par son père, et la colonel Renaud, ne se contenta pas de panser la plaie. Il décida de régénérer entièrement le système. D'abord, tout le personnel de sécurité fut envoyé en stage. Pas un simple rappel au règlement, mais une formation intensive sur l'éthique, la déontologie et la gestion des préjugés, animée par des psychologues et des experts civils. L'objectif était de remplacer la culture de l'arbitraire par une culture du discernement. Ensuite, la technologie fut mise au service de la transparence. Des caméras piétons, similaires à celles utilisées par la gendarmerie, devinrent obligatoires pour chaque interaction avec le public au poste de garde. Le simple fait de savoir que chaque mot, chaque geste était enregistré changea radicalement les comportements. Mais le changement le plus audacieux fut la création d'un médiateur du visiteur, un poste occupé par un réserviste civil, indépendant de la chaîne de commandement direct, à qui tout visiteur s'estimant maltraité pouvait s'adresser via une ligne téléphonique et une adresse e-mail dédiée, affichée en grand à chaque entrée. C'était une révolution culturelle. On donnait une voix et un recours à ceux qui, jusqu'alors, n'en avaient aucun. Le caporal Eva Rousseau fut publiquement félicité lors d'une cérémonie officielle. Le général Dubois lui remit personnellement la médaille de la Défense nationale, non pas pour un acte de guerre, mais pour un acte de courage civique. Ce geste fort envoya un message clair à toute la garnison. Le courage, ce n'est pas seulement de faire face à l'ennemi, c'est aussi de faire face à l'injustice au sein de ses propres rangs. Quant au caporal-chef Véron, il fut sévèrement réprimandé pour sa passivité mais maintenu à son poste, avec l'obligation de suivre un programme de réaffirmation du leadership. C'était une seconde chance, une manière de dire que l'institution croyait en la rédemption. L'héritage de cette journée d'humiliation dépassa rapidement les murs de la caserne Valmy. Le rapport final de l'enquête, rédigé conjointement par Alain Dubois et Isabelle Renaud, fut transmis au plus haut niveau de l'état-major. Il était si précis, si bien argumenté, qu'il devint un cas d'étude. On l'enseigna à Saint-Cyr, à l'école de guerre. Les futurs officiers de l'armée française apprirent de l'histoire du sergent-chef de Valmy, non pas comme une anecdote, mais comme une leçon fondamentale sur les dangers de l'arrogance et la fragilité de la confiance. Alain Dubois, lui, reprit sa retraite. Mais quelque chose avait changé en lui. Il avait passé sa carrière à défendre les valeurs de la France à l'extérieur. Il comprit que son dernier combat devait être de les défendre à l'intérieur. Avec l'aide de quelques amis juristes et anciens officiers, il créa une fondation, Dignité en uniforme, une organisation discrète mais efficace, dédiée à conseiller et à défendre les militaires et leurs familles victimes d'injustice ou d'abus au sein de l'institution.
Plus d'un an après les faits, Alain retourna à la caserne Valmy. Cette fois, sa vieille Peugeot 205 n'eut pas besoin de s'arrêter au poste de garde principal. La barrière s'ouvrit à son approche. Le jeune sergent de service s'avança, se mit au garde-à-vous et lui adressa un salut impeccable. « Bonjour, mon colonel. Bienvenue à la caserne Valmy. Le général vous attend. » Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, seulement le respect protocolaire dû à un officier supérieur. En traversant la base pour rejoindre le bureau de son fils, Alain observa les changements. L'atmosphère semblait plus détendue, plus professionnelle. Il vit des soldats de grades différents échanger avec une courtoisie naturelle. Il trouva Olivier dans son bureau, étudiant des cartes d'état-major. Le général leva la tête et un large sourire illumina son visage. « Papa, content de te voir. » Ils se serrèrent la main, puis s'étreignirent. C'était l'étreinte de deux hommes qui avaient traversé une épreuve et en étaient sortis plus forts. « Le café est prêt, » dit Olivier. « Et cette fois, je te garantis qu'il n'y aura pas d'incident. » Et Chéki. Alain sourit. En regardant son fils, ce général qui avait su transformer une crise humiliante en une réforme exemplaire, il ressentit une immense fierté. Le véritable héritage de cette journée n'était pas la chute d'un sergent-chef arrogant. C'était la preuve qu'un seul homme, armé de sa seule dignité, pouvait encore ébranler un système. Et que le changement, même s'il naît de la douleur et de l'humiliation, est toujours possible lorsque la volonté et l'honneur sont aux commandes. La justice, ce jour-là, n'avait pas seulement été rendue. Elle avait été fondatrice. Au-delà de la satisfaction primaire de voir l'arrogance punie, que nous enseigne réellement l'histoire du colonel Dubois? Quelles leçons pouvons-nous puiser dans cette confrontation entre un pouvoir bruyant et une autorité silencieuse pour l'appliquer à nos propres vies? La première leçon, et peut-être la plus profonde, réside dans la dignité. La dignité du colonel Dubois n'a jamais été entamée, car elle ne lui était pas conférée par le regard du sergent-chef Leduc. Elle était une forteresse intérieure, bâtie sur une vie d'intégrité. Face à l'humiliation, il n'a pas répondu par la colère, ce qui l'aurait abaissé au niveau de son agresseur. Il a répondu par un calme souverain, une sérénité qui était en soi une arme de dissuasion massive. Dans nos vies, face à l'injustice ou au mépris, cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend jamais de la perception des autres. La dignité n'est pas ce que l'on nous donne, c'est ce que l'on refuse de se laisser prendre. Ensuite, cette histoire nous offre une masterclass sur la différence fondamentale entre le pouvoir et l'autorité. Le sergent-chef Leduc avait le pouvoir, celui de son grade, de sa position, du règlement qu'il pouvait tordre à sa guise. Mais c'était un pouvoir vide, fragile, qui s'est effondré au premier contact avec une véritable autorité. L'autorité du colonel Dubois, elle, n'avait pas besoin d'uniforme pour exister. Elle émanait de sa personne, de son expérience, du respect qu'il inspirait. C'est une leçon cruciale pour quiconque occupe une position de management ou de leadership. Le véritable ascendant ne naît pas de la crainte que l'on impose, mais du respect que l'on mérite. On peut forcer l'obéissance, mais on ne peut jamais forcer le respect. Enfin, l'action du colonel Dubois nous rappelle que s'attaquer à une injustice ne consiste pas seulement à punir un coupable, mais à soigner le système qui l'a laissé prospérer. En choisissant la voie officielle de l'inspection générale plutôt qu'un simple appel à son fils, il a refusé une solution de facilité pour un changement en profondeur. Il a compris que le cas Leduc n'était pas un fruit pourri isolé, mais le symptôme d'un arbre malade. Dans notre quotidien, cela nous invite à regarder au-delà des problèmes individuels pour questionner les structures qui les permettent. Que ce soit au travail ou dans notre communauté, chercher à corriger une faille systémique est un acte bien plus courageux et durable que de simplement blâmer une personne. La véritable force
ne se mesure donc pas au volume de la voix, à l'éclat des galons ou à la rigidité du règlement. Elle se trouve dans la constance de notre intégrité, dans le courage tranquille de faire ce qui est juste, et dans la sagesse de transformer une blessure personnelle en une opportunité de progrès pour tous. C'est peut-être là l'héritage le plus puissant du colonel Alain Dubois. Cette histoire de justice et de dignité vous a touché? Vous a-t-elle rappelé une situation où le calme et l'intégrité ont triomphé de l'arrogance? Le combat du colonel Dubois est un puissant rappel que personne ne devrait être jugé sur son apparence. Partagez votre ressenti et vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un tel abus de pouvoir? Votre histoire est importante et peut inspirer d'autres personnes. Si vous pensez que de tels récits méritent d'être partagés pour promouvoir le respect et la justice, alors montrez-nous votre soutien. C'est très simple et ça nous aide énormément. Laissez un pouce bleu si la chute du sergent-chef Leduc vous a procuré un sentiment de justice. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ces leçons sur la dignité sont universelles. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu en premier. Merci de votre incroyable soutien et de faire partie de notre communauté. À très bientôt pour une nouvelle histoire.